Au professeur Nathaniel Kitty, je rappelais qu'il est chef département des sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Donc, est-ce que vous m'entendez maintenant, professeur Kitty? Oui, je vous reçois très bien, cher ami. Ok, merci beaucoup d'avoir accepté, si c'était à la dernière minute, de se joindre à nous pour nous accompagner sur cette conférence. Donc, pour vous, que représentent ces deux dates, professeur Kitty? Euh, D'abord, je voudrais vous remercier pour m'avoir associé à l'animation de cette conférence et saluer tous ceux qui nous suivent. Nous venons au niveau du département de sciences politiques de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi de faire un colloque la semaine passée sur les 35 ans de la conférence nationale. Et ça a été une occasion pour nous de revisiter non seulement l'historique, mais également la pratique en ce qui concerne les acquis de cette conférence. Euh, Tout État ou bien toute nation a une référence historique. Quand on parle de la France et on parle des droits de l'homme, on cite souvent la révolution de 1789. Quand on parle de la Grande-Bretagne, on cite la Grande Charte. Et quand on parle des États-Unis, on cite également des dates historiques comme les périodes où les Américains se sont réunis en ce qu'on appelle la Convention de Philadelphie, ce qui a contribué à élaborer la Constitution américaine. On parle de la guerre de sécession, la réunification des États-Unis, la lutte entre le Sud et le Nord. On parle également de la conquête des droits civiques dans les années 60 par les Noirs américains. De la même manière, quand on parle du Bénin aujourd'hui, on parle de l'histoire du Bénin au-delà de la période précoloniale où nos ancêtres comme Béhanzin et Kaba Bioguera s'étaient opposés de manière farouche à la colonisation jusqu'à laisser leur vie et de quelques révoltes qu'on a enregistrées pendant la période coloniale, comme la révolte des Sahwè, la révolte des Holidjé. Il y a cette conférence nationale qui marque l'histoire de notre pays. Mon prédécesseur avait déjà abordé les événements qui ont poussé le président Mathieu Kérékou à convoquer cette conférence nationale. Dans l'histoire, on distribue ou on répartit ces événements-là à l'interne et à l'externe. Il vient de raconter largement les événements à l'interne, mais aussi les événements à l'externe ont contribué à l'organisation de cette conférence. Le président Mathieu Kérékou a su bien lire ces événements-là. Au nombre de ces événements, on cite la chute du mur de Berlin, déjà à partir d'octobre 1989, qui annonçait la fin de la guerre froide. Rappelez-vous que Mathieu Kérékou a pris le pouvoir en 1972. Et en 1972, c'était en pleine guerre froide. Donc, ces événements venaient lui annoncer la fin d'une époque. Au-delà de ça, il faut noter
l'arrestation, le jugement expéditif et l'exécution d'un dictateur en Roumanie. Et ça a été un événement que les dictatures partout dans le monde avaient suivi et qui les avait traumatisés et qui a poussé la plupart d'eux à aller dans le sens du vent qui soufflait en cette période. D'autres parlent de la conférence de la Baule, même si la conférence de la Baule s'est déroulée bien après la tenue de la conférence nationale. Il faut noter que cette conférence était venue donner raison à Mathieu Kérékou, qu'elle avait bien lu l'histoire et ou les événements qui se déroulaient dans le monde. À l'interne, aujourd'hui, quand on fait une comparaison avec la situation que le Bénin traverse, il y a des similitudes. Il y a beaucoup de similitudes. Il faut le dire de manière honnête. Au nombre de ces similitudes, il y a la violation des droits humains et des libertés publiques. Pendant le régime du président Mathieu Kérékou, il y avait des arrestations arbitraires. De la même manière, aujourd'hui, il y a des arrestations arbitraires au Bénin. Il y a des emprisonnements politiques au Bénin. Les plus connus, c'est le professeur Joël Aïvo, c'est Madame Rekia Madougou. À l'époque de Mathieu Kérékou, il y avait des exilés politiques. Aujourd'hui, il y a également des exilés politiques, même si le gouvernement du président Patrice Talon se défend pour dire qu'il n'y a pas des exilés politiques, qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Il faut reconnaître, quand on parle de la définition de ce qu'on entend par prisonniers politiques et exilés politiques, on conclut aisément qu'aujourd'hui au Bénin, il y a des prisonniers politiques. La seule différence avec la période de Mathieu Kérékou, c'est que avant l'organisation de la conférence nationale, pendant plusieurs mois, le gouvernement n'arrivait plus à faire face aux dépenses publiques. Et cet élément-là a été très déterminant également dans la convocation de la conférence nationale. Parce que dans l'esprit du président Mathieu Kérékou, ceux qu'il avait invités étaient venus pour lui faire des propositions en vue d'opérer des réformes économiques qui l'aideraient à relancer l'économie du pays. Et la conférence a dû proclamer sa souveraineté. Et c'est cette souveraineté la proclamation de cette souveraineté qui a permis sa réussite. Ce qui n'a pas été le cas dans beaucoup de pays, de telle manière que l'application des recommandations issues des conférences nationales qui ont été organisées dans ces pays dépendait de la volonté du président de la République de ces pays-là. Au Bénin, la différence, c'est que non seulement la conférence avait désigné un premier ministre, il y avait aussi un organe qu'on avait appelé le Haut Conseil de la République, qui était présidé par Monseigneur Isidore Tessouza, qui venait de la société civile, qui n'était pas homme politique, et qui a su jouer le rôle qui était le sien à l'époque pour apaiser les uns et les autres et les amener
à travailler dans l'esprit du renouveau démocratique et dans l'esprit du consensus national adopté à la conférence nationale. Aujourd'hui, quand on laisse de côté cet aspect que je viens d'aborder, à savoir que les dépenses publiques sont toujours exécutées, on a tendance à dire que l'histoire se répète, le cycle de l'histoire se répète au Bénin. Mais ce cycle de l'histoire qui se répète au Bénin se répète également avec une différence. La différence, c'est l'organisation qui a existé à l'époque de la conférence nationale, aussi bien dans la clandestinité hein, à l'extérieur comme à l'intérieur, pour pousser le président Mathieu Kérékou à un conseil notable. Aujourd'hui, quand on se rend compte, sans risque de se tromper, que cette organisation n'existe pas, alors que la situation politique reste la même. Mais l'organisation qui avait existé, qui avait amené le président Mathieu Kérékou à organiser la conférence nationale n'existe pas. On comprend aisément cette difficulté d'organisation, d'autant plus que la période qui a précédé ce que nous vivons au Bénin depuis 2016 était une période où le pouvoir politique était conquis par la volonté populaire, où les droits de l'homme, même si on ne peut pas dire qu'à 100% étaient respectés, et il y avait la jouissance à 100% des libertés publiques, on remarquait que ces libertés publiques étaient concédées, il y avait une jouissance et les droits de l'homme. Le peuple s'est approprié la paix comme étant un environnement qui doit nécessairement exister pour qu'il y ait un développement durable. Aujourd'hui donc, ayant vécu pendant près de 30 ans cette période de calme et de jouissance des droits de l'homme, les enfants qui sont nés en 90 ont aujourd'hui 35 ans. Donc, ils n'ont pas appris à se battre pour conquérir leurs droits. Ils sont nés dans la jouissance des droits, ils ont grandi dans la jouissance des droits, ils sont devenus majeurs dans la jouissance des droits. Et du jour au lendemain, ils font face à une situation où ils doivent se battre désormais pour que les droits qui étaient garantis dans la Constitution du 11 décembre 1990 le soient respectés. Donc, ils sont appelés à une nouvelle éducation. Et les difficultés, c'est aussi que depuis 2016, nous sommes passés d'une période démocratique à un régime autoritaire. Et l'illustration du régime autoritaire, c'est la loi de révision de la Constitution de novembre 2019. Par cette loi de révision de la Constitution, on est passé d'un régime démocratique
à un régime autoritaire. Et la loi de révision de la Constitution du 15 novembre 2025 a fait passer le Bénin d'un régime autoritaire à un régime totalitaire. C'est-à-dire que, avec la décision que la Cour constitutionnelle a rendue hier, nous sommes rentrés dans un régime totalitaire désormais. Et la comparaison avec la période révolutionnaire est désormais parfaite. Elle n'est plus imparfaite. D'autant plus que nous devons apprendre à vivre une trêve politique. Nous devons assister désormais à une rivalité entre le Sénat, l'Assemblée nationale, le président de la République et la Cour constitutionnelle. Et donc nous sommes rentrés dans un régime totalitaire et cela nous interpelle tous. Cela interpelle la conscience collective des Béninois que nous sommes. Pour continuer dans la comparaison, je me rends compte que même si nous ne vivons pas la guerre froide depuis quelques années, nous vivons une période où il y a l'émergence des régimes autoritaires en Europe et dans le monde, avec des puissances qui portent ces régimes autoritaires. Au nom de ces puissances, on peut citer la Russie, on cite la Chine, on cite la Corée du Nord. Et même en Afrique, il y a des puissances moyennes qui ont émergé et qui diffusent ces régimes autoritaires. C'est le cas du Rwanda, de telle manière que ça donne l'impression de plus en plus à beaucoup de gouvernants que ce qui importe pour le peuple, c'est le pain et non les droits. Or, cette réflexion, c'est vrai, ça a existé aussi pendant la période de la guerre froide. Et c'est réapparu de plus en plus en Afrique, théorisé par des intellectuels, soutenu par des hommes politiques qui l'appliquent. Cette conception de la vie politique, pour ma part, est erronée. Parce que les droits humains sont considérés comme des droits innés, c'est-à-dire partout dans le monde, même en Chine, même en Russie, même au Rwanda, les peuples aspirent aux libertés publiques, au respect de leurs droits. Donc, tout développement qui n'est pas une émanation de la volonté du peuple est un développement de façade. Et l'expérience béninoise démontre aisément que c'est un développement de façade, d'autant plus que ce même discours était le discours tenu par Mathieu Kérékou avec le soutien d'un certain nombre de civils à partir de 1975. En 89, lorsque le bilan a été fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas eu de développement. On s'en était rendu compte. Même si aujourd'hui, certains Béninois ont tendance à dire qu'on remarque au Bénin la construction des infrastructures, la modernisation des infrastructures, mais il ne peut pas avoir
une construction durable, une modernisation durable du pays que si cette modernisation durable du pays est portée par des hommes et des femmes que les Béninois ont choisis par une élection libre, crédible, transparente. J'ai entendu tout à l'heure mon prédécesseur dire que la Constitution du 11 décembre 1990 a consacré l'impunité des crimes commis par le président Mathieu Kérékou. Non, ce n'est pas la Constitution. La Constitution du 11 décembre n'a jamais consacré l'impunité des crimes commis par le président Mathieu Kérékou. Non. Au contraire, la Constitution du 11 décembre 1990 a consacré des droits et la garantie dans la jouissance de ces droits pour empêcher que ce que les Béninois avaient vécu pendant la période révolutionnaire ne se répète. La Constitution du 11 décembre 1990 n'a pas consacré l'impunité. Au fait, la question qu'on doit se poser, c'est de savoir qui doit punir. Celui qui doit punir, c'est la justice. Alors, qui va prendre l'initiative de punir? Celui qui va prendre l'initiative de punir, c'est le gouvernement. Et donc, le gouvernement du président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui avait été élu en 91, peut être traité de n'avoir pas pris l'initiative. Mais penser cela, c'est oublier que Mathieu Kérékou avait bénéficié d'une amnistie. Et lui-même, avant d'organiser la conférence nationale, avait amnistié les Béninois qui étaient exilés, avait amnistié les Béninois qui étaient emprisonnés. Et l'amnistie donc facilitait non seulement la transition, mais de réconcilier le peuple avec ses dirigeants. Ce qui empêchait le président Nicéphore Dieudonné Soglo à prendre l'initiative. On a vu dans certains pays des sur les lois d'amnistie. Le cas de l'Espagne sous Franco. Les gouvernants sont revenus sur les lois d'amnistie qui consacrent l'impunité. C'est la raison pour laquelle la justice qu'on appelle la justice transitionnelle a pour but non seulement de rechercher la vérité, mais aussi de faire justice avant maintenant de pardonner. Je pense qu'on aurait pu trouver une formule pareille en 90, c'est-à-dire faire la vérité sur les crimes qui ont été commis pendant la période révolutionnaire, juger les auteurs de ces crimes avant maintenant de les pardonner pour les réconcilier avec le peuple. Ce qui a manqué à la conférence nationale. De telle manière qu'en 2019, on a vu, après les événements de mai 2019, on a vu le gouvernement actuel aussi décider d'amnistier des personnes qui ont été, à tort ou à raison, considérées comme impliquées dans les 10 événements.
je pense qu'il est temps pour que au Bénin, nous puissions prendre la décision de revenir sur cette période révolutionnaire 1972-1989 en mettant en place une commission vérité, justice, pardon et réconciliation. C'est très important parce que la dernière fois, quand je faisais mon cours d'histoire politique et constitutionnelle du Bénin en première année Sciences Po, il y avait un étudiant qui m'a interpellé sur la prison de Segbana. Ça n'existe plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé là? Seuls les acteurs savent. Et quand on parle de ces acteurs, il y a les victimes, il y a les auteurs. Et aujourd'hui, 35 ans après la conférence nationale, on se rend compte que beaucoup d'auteurs, beaucoup d'acteurs de la période révolutionnaire sont en train de mourir. Et donc, il est temps qu'on mette en place une commission de vérité, justice, réconciliation, pour savoir ce qui s'est passé pendant cette période, pour pouvoir le savoir, et rendre justice aux victimes de manière symbolique et réconcilier ces victimes-là avec les auteurs des actes qu'ils ont subis. C'est très important. Je pense que le gouvernement du président Patrice Talon, il est en fin de deuxième mandat, peut penser à faire quelque chose du genre parce que les rancœurs là existent toujours, existent toujours et reviennent de temps en temps dans l'animation de la vie, de la vie politique pour les auteurs de cette période-là, et pour les acteurs plutôt de cette période-là. Ces rancœurs existent toujours et reviennent de temps en temps dans l'animation de la vie politique. Mettre en place une commission pareille reviendrait à faire justice aux victimes et à leurs héritiers et ayants droit. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup, professeur Kiti, pour toutes ces informations. OK, ce que je propose maintenant, avant de donner la parole au troisième intervenant de cette conférence inaugurale, on avait souhaité que des acteurs de cette période-là, ou bien de ces deux dates, participent. Vous savez que du Bénin, c'est pas toujours évident pour tout le monde de se connecter directement en direct à un tel événement. Donc, on a reçu quand même un message de Madame Wangwa Thérèse. Et donc, je vous propose qu'on écoute ça d'abord avant d'avancer dans cette conférence. J'espère que les dieux de la technique seront avec nous. Et après ça, Monsieur Misséon pourra prendre la parole. Donc, quelques secondes encore. OK, excusez-moi, juste une seconde. OK, je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. J'essaie de faire passer l'élément. Je sais pas avec quand même. Monsieur Misséon? Oui, je suis là. Oui, je vais vous laisser peut-être la parole, le temps de régler les détails techniques. Et à la fin de votre intervention, on va pouvoir écouter Madame Wamwa Thérèse. Allez-y, on vous écoute. OK, merci beaucoup de me donner la parole. Je vous remercie donc de m'avoir associé à cette émission. Je remercie également mes copanélistes
qui m'ont précédé et ceux qui vont me suivre. Vous avez tous suivi avec moi les deux premières interventions que je trouve assez riches. Je vais faire en sorte à ne pas les répéter. Et donc, pour cela, je voudrais aller sur quelques points importants. Comme l'a montré M. Kofi Ablo, la victoire du 11 décembre 1989 n'est pas due à la magnanimité du dictateur Kérékou. Cette victoire n'est pas tombée du ciel et n'est pas un miracle. En réalité, elle est le résultat d'une grande épopée de lutte incessante dès 1974. Une lutte sans merci de notre peuple contre un pouvoir autocratique et corrompu. Ce pouvoir avait conduit notre pays dans le chaos et à la ruine. Cette lutte épique a connu de grandes étapes de sacrifices, de dons de soi, de conquête progressive des libertés les unes après les autres pour aboutir à la chute du régime dit militaire révolutionnaire. Il fallait effectivement ébranler les stadelles de l'autocratie les unes après les autres. Et pour cela, il a fallu élaborer et mettre en œuvre une tactique offensive basée sur la mobilisation des travailleurs, des masses populaires autour de la défense de leurs intérêts matériels et politiques. Dans cette période-là, le mot d'ordre était donc « luttons pour le pain et les libertés ». Et donc, je voudrais revenir rapidement sur quelques grandes étapes de cette lutte héroïque de notre peuple. Bien sûr, comme vous le savez, choisir, c'est toujours un peu arbitraire. Je ne prétends pas du tout à les hostilités. Il s'agit tout simplement donc de rappeler quelques événements importants. Les plus âgés d'entre nous vont se rappeler que dans le chaos de l'instabilité politique des années 1960 post-indépendance, le commandant Kérékou, avec quelques officiers supérieurs de l'armée béninoise, ont opéré le coup d'État et renversé le conseil présidentiel du triumvirat Maga à Omadegbe, à Kwiti, le 26 octobre 1972. Ces anciens présidents ont été jetés en prison et y ont passé 10 ans. Cependant, très vite, moins de 2 ans après l'arrivée du gouvernement militaire dit révolutionnaire, des sanctions sont apparues au sein du nouveau gouvernement, dont certains membres ont commencé à désapprouver la corruption. Je rappelle entre autres l'affaire Kovacs, ainsi que les exactions du nouveau régime pseudo-révolutionnaire. C'est ainsi que les capitaines Hilaire Badjogoumé et Nestor Béanton ont été poussés à la démission. Les autres officiers auteurs donc du coup d'État, comme Janvier Assogba, ont été réduits au silence quand ils ne sont pas purement et simplement assassinés. Ça a été le cas de Michel Aïpé, ministre de l'Intérieur en 1972. Je ne vais pas revenir sur les dissolutions de toutes les organisations. M. Kofi Ablo en a largement parlé. Mais il faut quand même se rappeler de l'année 1979. Cette année a été rendue célèbre par la grève héroïque des étudiants de l'Université nationale du Bénin, UNB. Et Kérékou
fort de sa force, s'est rendu à Abomey-Caravi et à cette occasion a prononcé la funeste phrase suivante. Je le cite. Nous marcherons sur les cadavres. Puissent ces cadavres-là être des corps d'étudiants, cela ne nous fait pas peur. Bokassa a raison de tirer sur des enfants si ces enfants sont des crapauds. Ça donne la chair de poule, mes chers compatriotes. Et bien sûr, on ne citera jamais la terreur qui a sévi sur cette période-là. Cette terreur qui a connu donc des exilés, de nombreux exilés, des dizaines d'exilés qui ont été envoyés au bagne de Segmana. Il y a eu donc des tortures, des morts. Je citerai pêle-mêle Luc Tobadia, Parfait Achaka, Rémi Apouglele, Moussa Mama Yari, et bien sûr tous ceux qui ont été envoyés en exil. Ces événements-là, nous n'avons pas le droit de les oublier. Et surtout, il y a un élément important dont il faut se rappeler. Constatant que le pouvoir de Kérékou est en train d'être emporté par les luttes populaires impétueuses, la France, je dis bien la France, par l'intermédiaire de son ambassadeur à Cotonou, a pris les choses en main, directement et ouvertement, en envoyant des instructions à Kérékou, instructions qu'il a fait transmettre par son directeur de cabinet Pierre Ocho. Ces instructions contenues dans la note remise au chef de l'État le 7 décembre 1989, alors que les luttes impétueuses ont pris de l'ampleur dès 1988. Vous me permettrez donc de vous citer quelques éléments de cette note-là que les combattants de l'époque ont arrivé à avoir dans leurs mains. Le premier point de cette note dit la chose suivante. La partie française souhaite que les décisions qui vont sanctionner la session conjointe mentionnent clairement qu'il sera procédé à une révision de la loi fondamentale. La rubrique numéro 2 de cette note dit ceci. Il conviendrait que le chef de l'État, dans son discours ou le communiqué de session, annonce la tenue d'une convention nationale ou d'états généraux ou d'assises nationales, peu importe la dénomination d'une telle structure, c'est à vous même d'en décider. Mais il serait bon, si possible, d'en indiquer ne serait-ce que sommairement les participants. Je pense par exemple à des professeurs de droit dont le concours est toujours très utile en matière constitutionnelle, ainsi qu'aux représentants des églises, des syndicats. Je ne peux pas tout citer, je vous donnerai tout simplement la rubrique numéro 6 de cette note. Il conviendra aussi d'annoncer que l'ensemble des décisions relatives aux changements constitutionnels envisagés seront ratifiées par l'Assemblée courant février 1990. Il est hautement souhaitable qu'on n'aille pas trop loin au-delà de cette période. En début d'année, c'est le moment propice aux opérations de décaissement des ressources. Voilà donc, mes chers compatriotes, un élément important de cette période que nous n'avons pas le droit d'oublier. Mes copanélistes qui m'ont précédé ont montré un peu le parallèle entre cette dictature que nous avons connue et ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Je rappelle au passage, et c'est sur ça que je vais m'arrêter, que beaucoup de nos compatriotes sont morts sous la torture. Certains ont connu 5 ans de prison. À côté d'eux, je suis un peu comme un petit poussin. Je n'ai passé qu'une semaine en prison. Ensuite, 3 mois de clandestinité avant d'être contraint de prendre le chemin de l'exil. Il n'est jamais facile, le chemin de l'exil. Pendant 10 ans en France, je n'ai pas pu poser ma valise.
c'est 10 ans après que j'ai pu poser ma valise en France. Pendant ces 10 ans, j'ai été réfugié politique. Et c'est au bout de 10 ans que j'ai décidé avec ma famille de sortir du statut de réfugié. Voilà, chers compatriotes, ce que je pourrais donc dire dans cette première intervention. Et bien sûr, je reviendrai donc dans les débats si cela est nécessaire, sur d'autres aspects, d'autres étapes, parce que au cours d'une conférence comme celle-ci, on ne peut pas être exhaustif. On est très, très loin d'être exhaustif. J'espère que j'aurai l'occasion de vous montrer la première page de couverture du tome 1 du livre blanc sur la torture au Bénin de 1972 jusqu'en 1990. Je vous remercie, je m'arrête là pour le moment. Peut-être on va laisser M. Kofi Ablo prendre la parole déjà pour nous parler de ces deux dates historiques. M. Kofi Ablo, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien, Monsieur Diossou. OK, donc je vous laisse d'abord la parole et puis on reviendra plus tard au professeur Kiti. Alors, bonjour à tout le monde et merci, Monsieur Diossou, pour cette initiative qui porte sur une date avec deux significations. Le 11 décembre. Ça fait 36 ans que cette date est ancrée dans la vie politique du peuple béninois. Comme je le disais tantôt, et elle a deux significations. Et l'une se rapportant au 11 décembre 1989, alors que l'autre se rapporte au 11 décembre 1990. On a donc une date et deux significations. Que sont-elles? Je crois que le thème de l'effondrement du régime de Kérékou à l'adoption de la conférence de la Constitution de 1990 et prend comme repère ces deux dates-là, le 11 de 1990, 89 et le 11 de décembre 1990. Alors, j'irai directement sur ce qui a conduit aux événements et que je peux dire final du 11 décembre 1990. Ce jour-là, ce qui s'est passé le 11 décembre 1989, c'est que la Convention du peuple et le Parti communiste du Dahomey, qu'on appelle aujourd'hui, qui se nomme aujourd'hui Parti communiste du Bénin, et avait lancé l'appel au peuple. Et répondant à cet appel, des dizaines de milliers de personnes, surtout le peuple de Cotonou, déferla dans la rue au mépris des baïonnettes et des matraques pour jeter à bas le régime pourri, despotique et antipatriotique de Kérékou PRPB. L'acte emblématique qui a exprimé cette révolution, parce qu'il s'agissait d'une révolution, a été que le président Kérékou, le despote du moment, avait été lapidé par le peuple insurgé et a dû se réfugier à l'église Saint-Michel de Cotonou. Cette révolution a été une vérification de la voie décidée et prônée par le Parti communiste qui avait été créé en 1977 sous la direction de Pascal Fatondi. Il régnait à ce moment-là le régime de la dictature autocratique instauré par Mathieu Kérékou, qui, avec la constitution autocratique qu'on appelle à l'époque loi fondamentale, avait instauré la pensée unique, des institutions uniques telles que le parti unique, le PRPB, une confédération syndicale unique, l'UNSTB, une organisation
unique des femmes, l'OFRB, une organisation unique de la jeunesse, l'OJRB, toute organisation politique autre que celle-là, que ce soit syndicale, associative, étaient totalement interdites. Toute grève, toute presse, en dehors du journal unique gouvernemental qui s'appelait à l'époque Eouzou, était interdite. Était interdite aussi toute liberté de réunion, d'association. Et toute manifestation et leur violation étaient sévèrement réprimées. Dans ces conditions, des milliers de Béninois ont été ainsi contraints à l'exil, des milliers étaient en prison et sous torture, et l'exemple qui retient l'attention des gens jusqu'à ce jour, c'est l'exemple de l'étudiant du nom de Luc Tobadia qui avait été assassiné seulement parce que trouvé porteur d'un tract qui exprimait bien la situation et que je viens de rappeler. Le jeune parti politique, le PCB, a choisi la voie de l'action populaire. Sa tactique générale avait consisté à éclairer, mobiliser et organiser le peuple à se lever pour renverser la dictature autocratique et construire une république démocratique, indépendante et moderne. L'appel général au peuple a été simple: se lever pour le pain et la liberté. C'est autour de ce mot d'ordre général que s'est organisée la mobilisation des étudiants. Et en rappel, il y a les grèves de 1979, les grèves de 1982, les grèves de 1985, etc. Et c'est la mobilisation aussi des travailleurs salariés avec l'aide à la création de la CSTB contre l'UNSTB du pouvoir, des paysans qui se battaient contre la taxe civique et les brimades, les femmes vendeuses des marchés qui se battaient contre les taxes iniques. C'est pour la mobilisation de l'ensemble de tous ces secteurs qu'a été créée en octobre 1988 la Convention du peuple, une alliance du PCD, aujourd'hui PCB, avec toutes les organisations qui combattaient l'autocratie. Les luttes qui ont démarré fin décembre 1988 par la grève des étudiants se sont poursuivies toute l'année et de 1989 et ont embrasé tous les autres secteurs avec leur comité d'action. C'est ainsi que la révolution du 11 décembre 1989 n'a été que l'aboutissement d'un mouvement populaire commencé depuis le mois de janvier 89 avec la grève générale des élèves, étudiants et travailleurs de toutes catégories, des manifestations dans tout le pays. Le mouvement, pendant des mois, avait par touches progressives déchiré la loi fondamentale. Tout le long de l'année 1989, les masses insurgées, en allant en grève, en faisant des manifestations, en publiant des tracts et même des journaux d'opposition, passaient outre ces interdictions constitutionnelles et par conséquent déchiraient par petites touches la loi fondamentale. Ces manifestations ont obligé le pouvoir à proclamer l'amnistie générale au mois d'août 1989. La révolution insurrectionnelle du 11 décembre 1989 a donc conquise et il ne restait qu'à les consacrer dans une constitution. Le 11 décembre 1989 signifie donc fondamentalement, à la lumière de tout ce que je viens de rappeler, la révolution populaire contre la dictature autocratique du Crékou PRPB,
et non pas autre chose. Et le peuple béninois se doit de la commémorer comme référence pour en faire autant, sinon mieux, face aux défis actuels du despotisme du président Talon. Alors, je viens de parler du 11 décembre 89. Vous me permettez alors de parler du 11 décembre 90. Je ne serai pas long. Que représente alors dans l'historiographie béninoise la constitution du 11 décembre 1990? Le référendum constitutionnel qui a adopté la constitution de 1990 a été en réalité effectué le 2 décembre. Mais la constitution a été promulguée le 11 décembre 1990. La constitution béninoise du 11 décembre 1990 présente ainsi deux aspects à la fois opposés et contradictoires. Qu'est-ce qui est positif dans cette constitution-là? Elle a consacré dans les grandes lignes les libertés fondamentales générales arrachées par le peuple le 11 décembre 1989. La trentaine d'articles qui y sont consacrés expriment bien cette réalité. Comme nous l'avons souvent souligné, ces libertés n'ont pas été conquises à la conférence nationale, mais dans les larmes et le sang, dans les rues, et en particulier le 11 décembre 1989. Ces libertés doivent être défendues par tous les démocrates. Et le Parti communiste du Bénin se bat et se battra pour leur sauvegarde. Toutes les alliances nouées par le PCB avec les autres forces démocratiques en vue de la défense de cette disposition constitutionnelle en sont les illustrations. 2. Et la Constitution a consacré l'impunité des crimes politiques et économiques. L'illustration de ça est que c'est l'immunité accordée au despote Mathieu Kérékou de tous les crimes politiques et économiques qui avaient été commis sous son règne. Aucun tortionnaire n'a été jugé. Aucun pilleur n'a été jugé pour rendre gorge. Aucun droit de contrôle des citoyens de la gestion du bien public n'a été reconnu au peuple. C'est là la tare du régime du renouveau démocratique. Enfin, la Constitution du 11 décembre 1990, avec l'article 66, a légalisé l'ingérence extérieure dans nos affaires intérieures. Une porte qui était ainsi ouverte à la patridie. Et les derniers événements illustrent cela et de manière très éloquente. Enfin, et le 15 novembre dernier, il y a eu une nouvelle constitution qui instaure dans les faits, dès sa promulgation, une monarchie despotique qui est un non-lieu que le peuple doit détruire. Pourquoi? La révision constitutionnelle votée par procédure d'urgence le 15 novembre 2025 vient achever toutes les tentatives entreprises par le président Patrice Talon depuis son arrivée au pouvoir pour mettre fin aux acquis démocratiques arrachés de fait par le renversement de la dictature de Kérékou PRPB le 11 décembre 1989 et consacré par la Constitution du 11 décembre 1990. Cette révision abolit dans les faits la souveraineté du peuple et donc la République, détruit toutes les libertés au peuple et instaure une monarchie despotique. C'est pourquoi les désapprobations qui s'entendent de partout et dans toutes les couches de la population, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, indiquent que le peuple béninois saura puiser dans son histoire héroïque pour relever les défis, imposer sa souveraineté et reconquérir toutes les libertés, y compris celle de produire. Voilà ce que je peux
je peux dire de ces deux dates qui ne sont pas antinomiques, parce que l'un complétant l'autre, mais qui n'ont pas la même signification. Je vous remercie. OK, merci beaucoup, Monsieur Kofi Ablo. OK, donc on va revenir